Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans le cadre de la préparation de nos jurys étudiants pour la deuxième édition du choix concours de la Grèce, nous avons la joie de recevoir l'écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal, considérée comme une valeur sûre de la littérature africaine et de la littérature camerounaise de langue française, lauréate du prix de la meilleure auteure africaine 2019, du prix Orange du livre en Afrique 2019 aussi, et du prix Goncourt des lycéens 2020 pour son roman Les Impatientes, publié aux éditions Emmanuel Colas. Djaïli Amadou Amal, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce soir. C'est un grand plaisir de vous rencontrer, même via nos écrans. Merci. Bien, bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi également d'être avec vous. Merci. Et merci à tous les étudiants qui participent à cette opération du choix concours de la Grèce. Ce sont les étudiants qui sont les acteurs principaux de cette opération et de cette soirée qui est organisée pour eux, pour vivre une expérience et une rencontre avec les auteurs du concours. Et de notre côté, nous sommes en direct de la médiathèque de l'Institut français de Thessalonique. Et à côté de moi, Madame Sandrine Mouchet, consul générale des Français, directrice de l'Institut français de Thessalonique. Et près de nous, nos deux collègues, Fanny Fénérol, qui gérera vos questions sur les réseaux sociaux via Messenger, et Efimio Gierokostas, qui s'occupe de la partie technique. Pour toutes les questions qui concernent le public, vous êtes tous les bienvenus à poser vos questions via Messenger sur notre page Facebook et via chat dans les Zooms. Et voilà, je passe tout de suite la parole à la consul générale pour lancer le débat. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. Madame Djaïli Amadou Amal, son éditrice Emmanuel Colas, qui nous a fait le plaisir d'être là aussi, je crois. Tous les étudiants du jury, des jurys du prix Goncourt, leurs professeurs. Alors, nous vous le rappelons, nous organisons cette année une rencontre avec les 4 auteurs qui sont en lice pour le choix Goncourt. Donc, ce soir, pour les impatientes, nous avons reçu Hervé Letellier pour l'Anomalie il y a quelque temps. On a reçu Camille de Toledo. On va recevoir bientôt Maëlle Renoir, pardon. Et donc, voilà, ça s'inscrit dans le cadre de ces rencontres. Et en plus, ça se situe pendant le mois de la francophonie, donc avec une auteure africaine du Cameroun. On est très content de vous avoir ce soir. Donc, un petit rappel, cette année, nous avons plus de 100 étudiants qui font partie de ces 10 jurys, donc de 10 universités, mais de 24 départements. Donc, on a des gens qui sont étudiants de français, mais aussi des gens qui sont d'autres départements, mais qui sont francophones. Donc, encore bravo à tous pour votre goût de la langue française et tout ce que vous faites autour du français. Et on espère que ces rencontres et ces lectures vous ouvrent d'autres horizons, vous font réfléchir à plein de questions différentes. Alors, ce soir, il va être beaucoup question des droits des femmes, bien évidemment, des devoirs, beaucoup d'ailleurs, en ce qui concerne votre roman. En tout cas, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Ce livre est vraiment poignant. Moi, j'avoue que je disais, j'ai terminé la lecture entre le mal de ventre et les larmes et beaucoup d'émotions. Et je crois que c'est très important d'avoir ce type de témoignage parce qu'on peut lire beaucoup de choses dans la presse, mais quand c'est du vécu, quand c'est quelque chose qui a été vécu par la personne, on touche le public différemment. Et merci beaucoup pour ce que vous faites pour alerter sur la situation de ces femmes ici ou ailleurs. Peut-être une première question. Donc, Djaïli Amadou Amal, vous êtes du nord du Cameroun, vous êtes née Peul, musulmane. Vous avez été mariée à l'âge de 17 ans. Donc, vous connaissez bien la difficulté des femmes dans cette société de l'islam du Sahel. On connaît vos ouvrages, votre combat pour le combat pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment et quand et pourquoi vous avez commencé à écrire? Eh bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Eh bien, voilà pour la première question. Il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. La condition des femmes dans le Sahel n'est pas liée forcément à l'islam, parce que la même
pour les chrétiennes, pour les animistes, pour tout le monde en fait. Donc la condition des femmes reste la même, peu importe la religion et peu importe finalement l'ethnie. Et donc puisque c'est plus une histoire finalement de tradition, d'habitudes culturelles, d'ère culturelle, mais également peut-être qu'il y a aussi d'autres facteurs, et on va les voir peut-être plus tard, qui influencent grandement donc cette condition-là et qui, on peut même le dire, l'aggrave fortement. Donc, pour ma part, donc vous l'avez dit, j'ai vécu également le mariage, j'ai subi également le mariage précoce et forcé à l'âge de 17 ans. Et le mariage précoce et forcé reste quand même pour moi l'une des violences les plus pernicieuses qui soit, parce qu'elle entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence, puisqu'une fille qui est mariée jeune ne termine pas ses études, n'apprend pas un métier, donc elle reste dépendante financièrement toute sa vie, et qui dit dépendance économique dit également vulnérabilité et soumission totale. La femme est perçue dans nos traditions comme des incapables majeurs. Elles passent donc du joug de leur père à celui de leur époux, tout simplement. Et donc, ces violences économiques restent quand même l'une des violences qui enfonce davantage la femme, en passant donc par la jeune fille, et qui fait en sorte qu'elle puisse justement ne pas avoir droit à la parole puisqu'elle ne gagne pas de l'argent. Donc, pour ma part, donc, j'ai vécu ce mariage avec beaucoup de difficultés. Le mariage, évidemment, se passe toujours, comme on le voit aussi dans le roman Les Impatientes, qui n'est pas un témoignage, mais qui reste une fiction inspirée quand même des faits authentiques. Donc, le mariage précoce, ou ce que nous, on appelle aujourd'hui le mariage d'enfants, qui n'est même pas finalement un vrai mariage, puisque c'est un mariage qui n'est pas reconnu par la loi. Pour parler de mariage, selon quand même les lois de tous les pays, il faut bien qu'il y ait un acte de mariage, donc un acte d'état civil. Mais là, il se trouve que ce sont plutôt des mariages qui se font soit dans les mosquées, soit dans les églises, soit plutôt entre les communautés. Donc, c'est soit des mariages religieux, soit plutôt des mariages traditionnels. Et donc, dans ce genre de mariage, évidemment, non seulement il ne s'agit pas vraiment de mariage, puisque qui dit mariage dit aussi que c'est bien cadré et tout, et qu'à la fin, même dans le cas où il y a divorce, il y a quand même le fait que les femmes ont certains droits. Mais là, c'est plutôt une sorte de concubinage. Et donc, la femme se retrouve donc sans aucun droit quand elle est tout simplement et purement, quand on en a assez, répudiée donc, des maisons. Donc, voilà. Donc, moi, je l'ai vécu à l'âge de 17 ans et ce qui m'a amenée à écrire justement et à témoigner, c'est le fait que j'ai trouvé l'importance justement de pouvoir briser les tabous, d'aller à l'encontre finalement de ce qui reste la norme sociale pour tous ces pays de la zone au sud du Sahara, donc de l'Afrique subsaharienne, la norme pour plusieurs pays. Comme je l'ai dit, avec plusieurs facteurs qui conditionnent ces situations-là et qui continuent à l'aggraver. Et donc, j'ai choisi de passer par la littérature, qui peut aussi être le leitmotiv nécessaire pour pouvoir changer les choses, briser les tabous, mais également justement faire passer le message au plus grand nombre. Bon, moi, j'ai choisi de le faire à travers donc, ce que je savais faire peut-être le mieux, ou ce que j'ai choisi de faire et ce que j'aime, c'est-à-dire la littérature. Merci, vous le faites bien. Je passe la parole à Caterina qui va faire un bref résumé de votre livre.
Oui, merci. Avant de passer la parole aux étudiants, permettez-moi de faire un bref résumé pour les gens qui nous suivent en live sur Facebook et qui n'ont pas lu votre roman. Très brièvement, polygamie, mariage précoce et forcé, violence conjugale, voilà ce qui relie le destin des 3 femmes. La première, Ramla, 17 ans, qui rêve de devenir pharmacienne, est forcée d'épouser un homme qu'elle n'aime pas. La seconde, Hindou, se fait battre par son mari. La troisième, Safira, est obligée d'accepter que son époux prenne une autre épouse. 3 femmes, 3 récits qui constituent la trame du roman de notre invité Djaïli Amadou Amal. Patience, c'est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu'il est impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme l'a dit le proverbe Peul, au bout de la patience, il y a le ciel. Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces 3 femmes impatientes parviendront-elles à se libérer? On commence par une question qu'on espère avoir la réponse au fur et à mesure d'autres questions des étudiantes. Et je passe la parole à Maria Veligiani de l'École polytechnique de Crète pour poser sa première question. Maria Veligiani, à toi la parole. Bonsoir madame. D'abord, nous comme étudiants, on voudrait vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vraiment. Et donc, ma question est, dans les impatients, on apprend le précepte du prophète qui stipule que le consentement d'une fille à son mariage est obligatoire. On se demande alors pourquoi la tradition du mariage forcé continue à exister dans les sociétés musulmanes tellement attachées à la religion. De plus, quelle est l'attitude des hommes, jeunes ou plus âgés, envers le mariage forcé et la polygamie? Et comment mettre fin à la polygamie qui est autorisée par la religion? Merci beaucoup. Merci. Eh bien, ça fait plusieurs questions. Voilà. La première question, si je ne m'abuse, c'est donc par rapport au fait que le consentement d'une femme soit obligatoire à son mariage. Oui, exactement. Et que ça, c'est un précepte et que dans la réalité, ce n'est pas ça du tout dans une société qui est dite musulmane. Eh bien, pour commencer, vous savez, déjà, il faut qu'on voit un tout petit peu le contexte. Je pense que je vais répondre à cette question en mélangeant toutes les autres. Donc, il y a cette première question, il y a la deuxième, pourquoi ça se passe ainsi, et par rapport à la tradition, etc. Et il y a la troisième qui est par rapport au fait que finalement, la polygamie est encouragée par l'islam. Ou l'attitude des hommes par rapport à cette polygamie. Oui, à cette polygamie qui est permise. Donc, dans le contexte d'abord du mariage, il faut savoir qu'aucun parent au monde ne déteste son enfant. Donc, ça, c'est le premier point. Tous les parents du monde, où qu'ils soient, aiment leurs enfants. Maintenant, quand on se retrouve dans une société qui décide de marier des enfants qui ne sont pas d'accord avec ce mariage-là ou qui ne sont pas prêts à être mariés, on se pose d'abord la question pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a d'abord ce mariage précoce et forcé? Eh bien, il y a plusieurs facteurs à cela. Premièrement, il y a d'abord les facteurs socioculturels. Donc, le fait d'abord de vouloir à tout prix contrôler la sexualité des filles parce qu'elles sont quelque part les gardiens de la dignité, de l'honneur de la famille. Le fait de vouloir mettre la fille dans un cocon où elle sera protégée. Le fait de vivre dans la précarité où finalement on se dit on est tellement pauvre qu'on ne peut pas en prendre soin et que si elle est mariée, elle va peut-être, elle sera plus heureuse parce qu'elle va au moins, il y aura quelqu'un d'autre ou une autre famille qui va s'occuper d'elle. Donc la précarité, c'est l'un des facteurs. Le changement climatique est aussi l'un des facteurs qui aggrave la condition des femmes et surtout qui encourage le mariage des enfants. Pourquoi? Eh bien justement,
quand on a des peuples qui dépendent entièrement de l'agriculture, de l'élevage, etc., ce sont donc avec le changement climatique qui aggrave également la sécurité alimentaire, eh bien, les parents peuvent décider d'envoyer les filles plutôt en mariage pour pouvoir justement, comme on le disait plus tôt, que quelqu'un d'autre s'occupe d'elle. Et puis, il peut aussi y avoir d'autres facteurs qui viennent comme la crise sécuritaire, par exemple, qui fait qu'on le voit généralement dans les crises sécuritaires. Ce sont quand il y a des enlèvements, pour la plupart du temps, ce sont les jeunes filles qui sont enlevées pour être utilisées comme esclaves sexuelles, pour être utilisées comme bombes humaines, pour subir un lavage de cerveau, etc. Donc, généralement, les filles sont les plus vulnérables. En ce moment-là aussi, comme ce sont les jeunes filles, les parents se disent, il faut que je la marie pour qu'elle soit protégée de ça. Donc, ça peut aussi être un facteur qui fait envoyer les filles plutôt en mariage. Et puis, il y a l'école aussi. Le fait qu'il y ait, par exemple, la crise sanitaire et que toutes les écoles soient fermées, eh bien, les filles qui ne vont plus à l'école se retrouvent vulnérables parce qu'elles n'ont plus rien à faire, donc on les marie. Ou bien alors, le fait que même s'il y a l'école et tout ça, qui est le harcèlement sexuel à l'école, par exemple, qui est l'insécurité à l'école ou sur le chemin de l'école, qui est les violences à l'école ou sur le chemin de l'école, qui n'y ait pas suffisamment de toilettes pour les filles et qui fait en sorte que finalement, elles abandonnent leurs études. Tout ça, ce sont des facteurs qui font en sorte que les parents envoient les filles à l'école. Dans notre culture, et ça, je ne parle pas de la culture peul ou de la culture musulmane, je parle de la culture de tout le Sahel. Dans nos cultures sahéliennes, donc, il y a le respect aux aînés, il y a le code d'honneur aussi, quelque part, avec, par exemple, dans la culture peul, ce que nous appelons le poula, qu'on retrouve dans le roman, c'est-à-dire l'ensemble de codes qui régit la société. Et dans cet ensemble de codes qui régit la société, il y a la pudeur qui empêchera justement à une fille, quand son père décide de lui donner ou de lui proposer un prétendant, la pudeur l'empêchera par exemple de dire non. Il y a aussi la notion de la patience qui fera en sorte qu'on va dire à la fille et qu'on va apprendre à la petite fille dès le départ qu'elle doit se sacrifier presque pour le bonheur de sa famille, qu'elle doit se sacrifier pour rendre les autres heureux, qu'elle doit qu'elle doit faire abnégation pratiquement de son bonheur pour les autres. Donc tout ça, ça fait qu'on oublie donc le précepte qui, chez les musulmans, définit que le mariage, le consentement d'une fille à son mariage est obligatoire. Donc, quand vous êtes dans une famille pauvre et qu'on vous dit il faut que vous vous mariez parce que nous on ne peut plus vous nourrir ou autre, ou bien que vous ne pouvez plus aller à l'école, ou bien que vous êtes dans une société où quand vous n'êtes pas marié, vous n'êtes personne, en ce moment-là, même si vous ne voulez pas voir, vous vous retrouvez presque obligé d'accepter et juste pour pouvoir justement suivre les traditions et pour pouvoir justement être bien vu dans ces sociétés-là, puisque finalement, nous sommes dans une société qui ne donne pas suffisamment de place à la femme qui n'est pas mariée. Donc maintenant, en ce qui concerne le regard de l'homme par rapport à la polygamie, et qui est permis aussi, encore une fois, par l'islam, vous savez, l'une des choses aussi que je fais dans le roman, c'est aussi de montrer le fait que la religion musulmane aussi est prise pratiquement en otage par rapport à des comportements qu'on va directement lier à l'islam, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Quand on parle de, là, vous avez relevé par exemple que le mariage, le consentement d'une fille à son mariage est obligatoire. Beaucoup de personnes vont croire que le mariage précoce ou que le mariage forcé est directement lié à l'islam, alors que c'est interdit par la religion musulmane. Mais aujourd'hui, en Afrique, comme partout ailleurs même, il y a l'amalgame entre tout ce qui est culturel et tout ce qui est test religieux. Et le test religieux, finalement, est interprété tellement mal est tellement prise en otage pour servir finalement le bonheur de certaines personnes. Donc, dans le cas de la polygamie, les hommes vont vous
brandir le test qui leur permettent d'avoir plusieurs épouses en oubliant délibérément les conditions qu'il y a derrière la polygamie. Et les conditions qu'il y a derrière la polygamie en islam, ce sont des conditions qui font que, par exemple, l'homme n'a pas le droit de prendre une autre femme, sauf s'il demande la permission de sa première épouse. En plus de ça, il ne peut pas prendre une autre femme, sauf s'il peut être totalement équitable entre elles et s'il y a vraiment une raison très valable. Et pour qu'il y ait même cette raison très valable et qu'il cherche même à être équitable dans le test, c'est écrit qu'il ne peut jamais être équitable. Donc, dans ce cas-là, non seulement la polygamie n'est pas encouragée en islam, mais en réalité, la polygamie est, c'est-à-dire, elle n'est pas du tout recommandée. Mais malheureusement, quand on parle de polygamie, moi, dans le roman, je parle d'un milieu musulman parce que moi, je viens d'un milieu musulman. Mais dans un pays, par exemple, comme le Cameroun, nous avons 246 ethnies. Sur les 246 ethnies au Cameroun, eh bien, et plusieurs aires culturelles. Nous avons 4 aires culturelles. Seul dans l'ère culturelle soudano-sahélien se trouve justement une majorité même pas une majorité, peut-être une moitié de musulmans. Pour le reste, pour la grande partie, la religion la plus pratiquée au Cameroun, c'est le christianisme. Et puis, il y a aussi une partie de population qui ont choisi de pratiquer plutôt les religions africaines d'origine. Donc, pour tous ces peuples-là, pour toutes ces ethnies-là, la polygamie existe. Donc, la polygamie, finalement, existe même chez les catholiques au Cameroun. Donc, vous voyez que finalement, c'est un régime qui, en plus, c'est un régime qui est reconnu même par la loi camerounaise, puisque au moment du mariage civil, on a le droit de choisir entre régime polygamique ou régime monogamique. Donc, c'est même permis par la loi et le code de la famille. Donc, ce n'est pas forcément lié à une religion ou autre, c'est lié à notre tradition et c'est très, très mal vu qu'une femme, justement, refuse la polygamie. C'est très mal vu dans notre culture. Donc, et comme en plus de ça, c'est très mal vu dans notre culture qu'une femme dise que je suis jalouse, qu'elle montre, donc ça c'est un manque de, comment on dirait, ça va à l'encontre des règles ou du code des traditions. En ce moment-là, les femmes vont faire taire leur rancœur sans dire ce qu'elles ressentent vraiment. Et c'est pour cela que mon livre et finalement même mon premier roman que j'ai publié il y a 10 ans brise les tabous parce que pour la première fois, une femme dit que voilà ce que ressentent toutes les autres femmes qui vivent dans ce milieu polygamique et qu'elles ne sont pas heureuses. Je suis allée très, très longue sur la question, mais bon, je pense que peut-être ça va répondre à d'autres questions également. Bien sûr, merci beaucoup. Merci, je crois que le temps est donné. On peut continuer avec l'université ionienne. On va vers le Corfou et je passe la parole à Nefeli Kapsali. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. D'abord, je voudrais dire que nous sommes très heureux et honorés de vous rencontrer. Merci. Alors, nos questions sont les suivantes. Vous avez dit que si défendre les droits des femmes et essayer d'apporter des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent est le féminisme, alors oui, je suis une féministe. Que pensez-vous du féminisme tel qu'il existe de nos jours? Trouvez-vous que la société et les lois protègent suffisamment la femme et sa liberté? Pensez-vous que nous avons réussi une amélioration en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Oui, ça revient beaucoup la question sur le féminisme. Est-ce que je suis une féministe? Est-ce que je me reconnais comme une féministe? Jusqu'à quel point je peux peut-être m'identifier à un féminisme occidental? Donc, il y a aussi ça qui revient dans les questions. Bon, déjà, concernant les lois, du moins selon nos lois au Cameroun, mais également dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, l'égalité homme-femme existe sur le papier. Tout a été ratifié pour pouvoir encourager non seulement cette égalité, mais qu'il y ait une équité même. Mais maintenant, sur le terrain, ce n'est pas la même chose, en fait. Ce n'est pas le même langage qui se pose. On voit très, très bien que dans tous ces pays d'Afrique, on a très, très peu de dirigeantes femmes.
on remarque que dans nos pays, le pourcentage des élus est très minime par rapport aux hommes, et qu'en politique, dans les affaires, dans la vie sociale, etc., la place de la femme reste quand même assez marginalisée. Donc, pour pouvoir arriver à une égalité ou à une équité, eh bien, je pense que tous nos pays devraient faire beaucoup plus d'efforts. Bon, maintenant, quand on dit, vous savez, le mot féminisme est un mot qui est assez, comment dire, peut sortir assez un peu de son contexte. Donc, déjà, il faut qu'on se dise que le féminisme a toujours existé. Dans toutes les cultures, il y a eu des femmes qui se sont levées pour défendre les autres femmes. Il y a eu des femmes qui ont été des grandes guerrières, qui ont été des femmes qui ont fait des grandes choses, etc. Donc, à une époque, évidemment, avant que le mot n'existe, on ne disait pas d'elles qu'elles étaient féministes, mais on disait d'elles qu'elles étaient tout simplement, chez nous en Afrique, il y a une façon de le dire, elles sont des hommes, en fait. Donc, ce sont des femmes qui sont des hommes, c'est-à-dire des femmes qui sont arrivées à aller plus loin que ça. Et même, il y a même des termes où il y a, dans certaines cultures africaines, il y a l'enfant, il y a l'adulte, il y a la personne âgée, et puis il y a l'humain. Eh bien, l'enfant qui fait quelque chose d'extraordinaire, qui se comporte d'une manière très réfléchie et qui démontre une attitude, il devient humain. L'adulte qui fait aussi quelque chose de bien, d'extraordinaire et qui se démarque, devient humain. La femme aussi, si elle se démarque, elle devient humain. Mais dans le cas où un adulte, femme ou homme, ne se démarque pas, et par exemple, c'est un homme qui n'a jamais été marié, qui ne s'est pas démarqué en ayant un grand champ, par exemple, si c'est dans un monde rural, il ne s'est pas démarqué, il n'a rien fait de sa vie, eh bien, il devient enfant, en fait. On le considère comme un enfant parce qu'il n'a rien fait de sa vie. Donc, dans nos sociétés, il y a eu des femmes qui sont des humaines. Donc, elles ont atteint ce stade-là. Voilà, aujourd'hui, on dirait d'elles qu'elles sont des féministes. Mais chez nous, on dirait qu'elles ont atteint le stade de l'humanité, c'est-à-dire elles sont allées au-delà de ce que peut apporter une personne. Donc, pour revenir à la question du féminisme, moi, est-ce que je me considère comme une féministe? Si défendre le droit des femmes, parler des problèmes de femmes dans mes romans, dans mon association, faire des actions qui défendent les droits des femmes, fait de moi une féministe. Oui, je suis une féministe. Mais maintenant, je suis dans un féminisme aussi fondamental. Je ne vais pas, par exemple, aller dans les extrêmes pour pouvoir me reconnaître comme une féministe. Je ne vais pas non plus aller dans une guerre homme-femme parce que en tant que ce que je suis une femme mariée, je suis une sœur, je suis une maman de filles et de garçons. Donc, je ne déteste pas les hommes, je ne pense pas qu'ils sont nos ennemis. Je veux simplement les éduquer pour qu'ils nous respectent mieux et pour qu'ils nous laissent toute notre place et qu'on puisse vivre dans un monde meilleur où nous allons être tout simplement complémentaires. Donc, voilà, c'est pour le mot féministe parce que c'est un mot quelquefois qui prête à beaucoup d'amalgame. Merci pour votre réponse. Je crois que ça répond à la question de l'étudiante. Et je passe la parole à l'Université ouverte de Grèce et à l'étudiante Georgia Pliatsika. Bonjour, je vous remercie de la part de notre groupe et on est très heureux de vous avoir ce soir. Et la question qu'on voudrait vous poser, c'est en fait, dans votre livre, Les Impatientes, vous parlez des événements réels qui sont douloureux et traumatiques.
que en fait vous et la communauté à laquelle vous appartenez avez subi dès votre enfance. Est-ce que l'écriture même de ce livre a eu sur vous cet effet, un effet thérapeutique? D'accord, merci beaucoup, Georgia. Eh bien, c'est mon 3e roman et tous mes romans parlent de discrimination faite aux femmes. Pour ce roman-là, comme je me suis déjà, comme je l'ai dit, c'est une fiction, mais c'est pas qu'une fiction, c'est quand même inspiré de la réalité, c'est inspiré de ma vie, mais également de celle de mon entourage, de toute ma société, de toutes les femmes finalement qui doivent se reconnaître dans cette sorte d'oppression que nous vivons tout le temps, dans ce sentiment de solitude que vivent les femmes, dans ce sentiment de ne pas être comprises, etc., pour pouvoir écrire un roman sur les violences faites aux femmes. Donc, pour moi, c'est ça le thème du roman, les violences faites aux femmes. Donc, quand on parle de violences physiques, de violences psychologiques, de la polygamie comme violence morale, du mariage précoce et forcé, mais également, voilà, de tout ce qu'on voit aussi des personnages secondaires et du fait que ce soit les femmes elles-mêmes qui perpétuent les violences. Pour moi, ça a été le roman le plus difficile que j'ai eu à écrire sur le plan psychologique. Parce que, évidemment, quand on a vécu aussi ces choses-là, non, c'est vrai que l'écriture a un côté thérapeutique, mais pour pouvoir l'écrire et le décrire et sans apporter de jugement et pouvoir aussi revivre tout ça pour le mettre sur le papier, ça a été très, très difficile. Il y a eu des moments où je me suis effondrée sur mon ordinateur en larmes et tout. Et j'avais mon mari qui m'a dit, si ça te fait encore cet effet, c'est que peut-être tu n'es pas prête à l'écrire. Mais donc voilà, ça a été difficile, mais ça m'a fait quand même beaucoup de bien. Et je pense que quelque part, quand j'ai mis le point final sur ce roman, c'est que j'ai mis également un point final sur les années où j'ai vécu aussi la violence et quand je continue à voir des femmes qui vivent la violence, je n'hésite pas à intervenir et à leur dire il faut arrêter ça très, très vite parce que ça peut aller très, 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 très loin. Et donc, voilà, il y a un sentiment de soulagement de l'avoir dit, un sentiment de soulagement d'avoir sur quelque chose qui vous pèse et qui vous tient à cœur, au moins vous l'avez fait et puis après, voilà, il y a un sentiment de contentement aussi, que ça puisse être entendu et que ça puisse circuler et que les gens puissent se rendre compte de tout ça aussi. Merci. Merci beaucoup. La question suivante vient de l'Université du Pirée et je passe la parole à Emmanuel Bultadaki. Bonsoir. Je vous remercie de la part de l'Université du Pirée pour être avec nous aujourd'hui. Nous sommes tous et toutes très ravis de faire votre connaissance. Et donc, la question que je voudrais vous poser est la suivante. À l'heure actuelle, combien d'obstacles doit surmonter une femme de votre pays afin d'arrêter de faire de la patience et devenir impatiente? Merci beaucoup, merci pour la question. Eh bien, je ne sais pas quoi répondre à cette question, mais ce que les chiffres montrent quand même, c'est que 35% des filles subissent encore le mariage précoce et forcé, donc avant l'âge de 18 ans. Pour la plupart, ces filles sont âgées aussi entre 12 et 16 ans. Nous avons beaucoup de femmes, au moins je pense que les derniers chiffres disent que 70% des femmes camerounaises ont déjà subi des violences de la part de leur époux ou partenaire. Et que la majorité d'entre elles disent l'avoir subi souvent et les autres disent le subir parfois. Et je pense que les chiffres parlent aussi de beaucoup, d'une très grande majorité qui ont subi des violences verbales, des violences sexuelles, etc. Donc, tout ça, ce sont des obstacles que rencontrent les femmes, mais pas seulement au Cameroun, pas seulement dans le Sahel,
Mais aussi, finalement, c'est un problème qui concerne tout le monde. Donc, arrêter d'être patient, c'est tout simplement dire non aux violences. Je pense que il y a des violences comme le mariage des enfants et autres, où les femmes peuvent décider d'arrêter, de continuer à perpétuer ces violences-là, que ce soit les mutilations sexuelles génitales, que ce soit les violences, voilà, le mariage précoce et forcé comme violence, que ce soit aussi les conseils qui encouragent les femmes à une abnégation et à accepter cette violence-là. Donc ça, nous pouvons arrêter ça à notre niveau, les mamans d'abord, en faisant beaucoup de sensibilisation dans les communautés et autres, parce qu'on se rend compte que quand une maman décide de protéger son enfant, elle y arrive pour la plupart du temps. Et que finalement, c'est parce que les mamans ne le font pas que justement, que les violences ne s'arrêtent pas. Bon, en ce qui concerne les violences physiques, psychologiques, etc., les violences verbales, les violences sexuelles et tout, s'il y a un conseil que je peux donner à toutes les femmes, pas seulement les femmes africaines, pas seulement les femmes peules, pas seulement les femmes musulmanes, mais toutes les femmes du monde, c'est que la première insulte, la première gifle, c'est déjà une insulte et une gifle de trop. Donc, on devrait toutes faire attention d'abord à ce qui nous entoure, faire attention à notre entourage, donc, faire attention à ce qu'on voit quelquefois. Vous pouvez avoir un camarade, une camarade qui appelle au secours, mais vous n'entendez pas parce qu'on se dit la plupart du temps que ce ne sont pas nos affaires, alors que c'est l'affaire de tout le monde. Et pour nous-mêmes, faire très, très, très attention. Donc, la violence, quelquefois, on se dit, quand c'est la première insulte ou quand c'est la première gifle, on se dit, ça ne va pas se reproduire, mais ça se reproduit toujours. Donc, il faut pouvoir sauver sa peau et refuser ça. Et ça, pour surmonter donc et devenir impatient, c'est tout simplement s'aimer suffisamment pour ne pas accepter de se faire tuer. C'est aussi simple que ça. Pardon, juste en complément, vous disiez que vous parliez de l'éducation des femmes et de faire savoir aux filles, et que quand une femme essaye, elle peut y arriver. Mais dans le livre, on n'a pas ce sentiment, on a l'impression que les femmes, les mères, elles essayent de protéger leurs enfants, mais quoi qu'elles fassent, elles n'y arrivent pas en fait. Donc, vous pensez qu'une femme, elle peut face à cette volonté masculine? C'est pas l'impression que j'ai eue, moi, dans le livre. On a l'impression qu'elles font tout et qu'elles n'y arrivent pas. Eh bien, dans le livre, surtout, on se rend compte qu'en réalité, elles perpétuent les violences parce que justement, elles ne font pas tout. Les mamans sont celles qui font le chantage affectif, qui passent par la persuasion pour dire à leur fille patiente, accepte encore, supporte. Donc, ça veut dire qu'elles ne font pas tout. Ce que je veux dire par là, vous savez, moi, je suis partie de mon premier mariage qui était violent. D'abord pour protéger mes enfants parce que je savais que si j'étais restée le jour où elle allait subir le mariage précoce et forcé, je n'aurais pas eu de voix pour pouvoir dire non. Donc, aujourd'hui, par rapport à au travail de sensibilisation que nous faisons, nous nous rendons compte que quand on fait comprendre aux femmes, parce que généralement aussi, on le voit dans le roman, en fait, c'est que les mères se disent que comme elles ont été éduquées et que dans leur tête et dans leur façon de réfléchir et finalement dans toute la société, pour qu'une femme soit respectable, il faut qu'elle soit mariée, il faut qu'elle arrive vierge dans son mariage, donc elles sont éduquées pour pouvoir éduquer les enfants à ce que ces enfants-là acceptent de se marier, d'être honorables et tout ça et de rester dans leur foyer. Elles ne peuvent pas concevoir autre chose. Donc, ce qu'il faut leur faire comprendre, et ça nous passons beaucoup par les sensibilisations, c'est que finalement, en réalité, elles perpétuent les violences qu'elles ont elles-mêmes subies. Donc, on envoie une jeune fille en mariage en se disant il faut qu'elle arrive vierge au mariage, il faut que pour l'honneur de la famille, en plus il faut qu'elle soit mariée, il faut qu'elle laisse des enfants, etc. Il faut qu'elle soit respectable. Mais ensuite, après 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, elles sont répudiées sans aucun droit puisque ce n'est même pas un mariage reconnu par la loi. Quand elles sont répudiées et comme elles n'ont pas appris de métier et qu'elles ne savent pas gagner de l'argent, en fait, elles passent du joug de leur père
au joug de leur époux. Et quand elles sont répudiées, elles reviennent tout simplement à la maison du papa. Et donc, quand elle revient à la maison du papa, si le père est aussi dans une précarité, ces jeunes filles-là se retrouvent dans une prostitution informelle. Et tout ce qu'elles vont avoir comme perspective d'avenir, c'est d'attendre un autre mariage, tout simplement. Et donc, ce qu'il faut faire comprendre aux mamans, c'est que finalement, ce dont vous avez le plus peur, vous n'y échappez pas. En fait, la solution que vous avez trouvée de l'envoyer vite fait en mariage, en réalité, ce n'est pas une solution. C'est une solution qui n'est pas durable, en fait, donc qui ne sert en réalité à rien. Parce qu'en plus, vous l'avez empêché d'apprendre un métier, vous l'avez empêché de continuer ses études, d'avoir un diplôme et de pouvoir être indépendante. Et que finalement, le salut pour toutes ces femmes-là, c'est donc d'avoir des activités génératrices de revenus et d'être financièrement indépendantes pour pouvoir justement avoir leur mot à dire. Et donc, voilà, généralement, quand elles le veulent vraiment et quand elles prennent vraiment conscience, même s'il y a le joug des hommes, elles arrivent quand même à protéger leurs enfants. Mais pour le moment, elles ne le font pas la plupart du temps. Et ça, on le montre dans le roman, c'est parce qu'elles sont persuadées au plus profond d'elles-mêmes que c'est pour le bien de l'enfant qu'elles se comportent comme ça. Elles sont en train tout simplement de transmettre ce qu'elles-mêmes, leur mère leur a transmis. Donc, il faut pouvoir couper à un moment en faisant faire prendre conscience à toutes ces femmes, mais également aux filles qu'elles peuvent dire non et tout ça. Donc, ça passe par la sensibilisation et l'éducation. Merci. Merci. Et direction Épire, et on continue avec l'Université de Ioannina. Je passe la parole à Fotini Alexiou. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, votre écriture fait preuve d'une sincérité désarmante. À première vue, on a affaire à une narration de cœur, mais on se rend compte vite qu'il faut de l'estomac pour exposer de manière aussi fluide qu'intense les passages crus issus de votre expérience. Est-ce que c'est pour vous un moyen pour dénoncer la violence traditionnelle sans trahir les cultures qui va avec? Assumer cette contradiction pour revendiquer une vie libre. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me répéter oui. la question à l'Institut français? Oui, bien sûr, on n'entendait pas très bien, puis la question était un peu longue. Je vous la répète rapidement. Alors, votre écriture fait preuve d'une sincérité désarmante. À première vue, on a affaire à une narration de cœur, mais on se rend compte vite qu'il faut de l'estomac pour exposer de manière aussi fluide qu'intense les passages crus issus de votre expérience. Est-ce que c'est pour vous un moyen pour dénoncer la violence traditionnelle sans trahir la culture qui va avec? Assumer cette contradiction pour revendiquer une vie libre? C'est une question. Ah, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, vous savez, je suis quelqu'un de très, très attaché à ma culture, déjà moi personnellement. Mais nos traditions, chez nous en Afrique, on dit, c'était quoi encore il y a un proverbe qui va avec ça, la culture est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Un truc dans le genre. Donc, je pense que c'est important de savoir d'où on vient. C'est important de savoir qui on est pour pouvoir avancer dans la vie. Et puis, c'est tellement bien aussi de pouvoir conserver tout ce qui fait la beauté de notre culture. Mais nos cultures et nos traditions devraient s'arrêter au niveau où elles commencent à créer justement de la souffrance. Donc, dans l'ensemble de valeurs qui régissent notre vie en société, dont la patience fait partie de l'une des plus grandes valeurs, eh bien, je pense que la patience, c'est une très, très belle valeur à condition, par exemple, à condition qu'elle fasse du bien, que ce soit quelque chose qui apporte du bonheur. Du moment où ça ne nous rend plus heureux, en ce moment-là, il faut pouvoir couper, tout simplement. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, bon, merci. On continue car le temps passe malheureusement et on redescend à Athènes, à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Et je passe la parole à Fanny Kari. Bonsoir, je vous remercie de la partie de notre groupe.
Mon question, vous l'avez déjà un peu répondu, mais voilà. Est-ce que dans les romans, il y a des éléments graphiques? Est-ce que l'écriture de l'histoire de Ramla ou Hindou a été plus difficile pour cette raison, ou est-ce plutôt l'inverse? Eh bien, oui, je me suis beaucoup inspirée de moi, mais je me suis surtout beaucoup inspirée de toute ma société. C'est-à-dire que ça peut... il ne faut pas me chercher dans un personnage, il faut peut-être me chercher dans les faits. J'ai vécu le mariage précoce et forcé, je sais comment ça se passe, donc je peux le décrire. Mais Ramla ne me ressemble pas forcément, Hindu ne me ressemble pas forcément, mais il y a quand même un peu de moi dans les deux. Et tel fait peut être arrivé à moi, mais tel autre du même personnage est plutôt arrivé à ma sœur, est plutôt arrivé à mon ami, est plutôt... Donc tout ça, c'est des histoires qui sont réellement arrivées, mais c'est quand même une histoire inventée, en fait. C'est pas comme si j'étais restée et que j'avais parlé que de moi ou que d'une personne que je connais. Donc, c'est un ensemble, en fait, et c'est ça qui fait la beauté de ce roman. Donc, je ne peux pas me reconnaître en réalité dans un ou dans un autre des personnages, de Ramla ou de Hindu ou même de Safira, mais je me reconnais quand même dans les trois sur certains faits et pas sur d'autres. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est ça, c'est ça, une fiction qui est inspirée de faits qui sont vraiment réellement arrivés. Merci. Merci beaucoup. La question suivante vient du jury le plus jeune de notre équipe. C'est une question qui vient de l'école française de Thessalonique. Je passe la parole à Annick Letouze. Bonsoir, je vous remercie de la part de notre groupe que vous êtes à cette rencontre aujourd'hui. Et donc, dans votre livre, on a remarqué que dans la société du Sahel, les femmes n'étaient pas censées de rêver. Est-ce que les gens considéraient qu'en rêvant, les femmes auraient transgressé leur religion? Les femmes n'ont pas le droit de rêver. Ah, comme Ramla qui veut devenir pharmacienne? Oui, oui. Ah, d'accord. En fait, vous savez, encore une fois, comme je le disais, ce n'est pas lié à l'islam. Parce que si vous voyez les filles au Maroc, en Tunisie, en Égypte, ailleurs, elles font des études. Elles peuvent être pharmaciennes, ingénieures et tout ce qu'elles veulent. Vous voyez? Donc, pourtant, c'est une société musulmane. Donc, au Sahel, c'est lié aux traditions et surtout dans la culture Peul, en fait. C'est que déjà, dans la culture Peul, et comme Ramla, son rêve, c'est de devenir pharmacienne, ça sous-entendait qu'il fallait qu'elle parte ailleurs pour faire des études. Et évidemment, dans notre société, c'est très difficile de pouvoir laisser les filles partir, vivre seules pour faire des études ou autre. Donc, il y a maintenant de plus en plus de familles qui l'acceptent. Mais évidemment, ça doit être des familles extrêmement ouvertes et tout ça. Mais dans le roman, moi, j'ai choisi de raconter l'histoire d'une famille très conservatrice, dont vous voyez un peu. Et évidemment, les familles très conservatrices sont les plus nombreuses en réalité dans la zone du Sahel. Et elles sont conservatrices à cause de la mauvaise interprétation des textes religieux. Le Coran, comme la Bible, à cause de plusieurs facteurs, à cause des traditions, à cause des pesanteurs socioculturelles, donc il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que c'est beaucoup plus difficile en réalité pour les filles de pouvoir justement accéder à leurs rêves par rapport aux garçons. Et quelquefois même, on le voit aussi dans le roman. Finalement, si on prend le personnage de Moubarak, on voit que c'est un garçon, mais c'est un garçon extrêmement frustré aussi parce qu'il n'arrivait à rien faire, parce qu'on ne lui fait plus confiance et puis il se réfugie dans l'alcool, dans la drogue, il devient extrêmement mauvais, extrêmement négatif et extrêmement frustré aussi. Donc,
finalement, en fait, les pesanteurs socioculturelles peuvent peser aussi bien pour les filles que pour les garçons. Mais bon, évidemment, pour les filles, c'est encore, voilà, c'est beaucoup plus ancré et ça fait beaucoup, ça a beaucoup plus d'impact en fait. Mais bon, continuons quand même à rêver d'une société qui sera meilleure et qui va nous permettre justement de pouvoir continuer. Merci. On reste à Thessalonique pour céder la parole à l'Université Aristote de notre ville et je passe la parole à Stéphanie Yoraki. Bonsoir. Alors, vous avez presque répondu à mes questions. Vous avez parlé du mariage précoce clandestin, et de la prostitution informelle, de la mutilation génitale féminine, n'est-ce pas? Alors, il y a d'autres pratiques féminicides que vous avez passé sous silence dans le roman? Eh bien, féminicide, ça veut dire où les femmes sont tuées pratiquement. Oui. Ou bien des pratiques qui peuvent être plus graves que ce que j'ai déjà dit. Il y en a aussi. Il y a par exemple ce qu'on appelle le mariage par le raps. Le mariage par le raps, c'est tout simplement une sorte de mariage où une jeune fille est tout simplement enlevée par quelqu'un qui la convoite et puis il la viole et après la famille n'en veut pas et elle est mariée à lui. Donc ça c'est très 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 horrible et ça existe dans certaines ethnies, dans le Sahel, pas qu'au Cameroun, mais dans pratiquement presque tous les pays du Sahel, ça peut exister. Bon, quand on dit féminicide, évidemment, quand on voit par exemple le cas de Hindu, quand elle subit voilà, les violences et tout ça, et que finalement, elle commence à faire des maladies psychosomatiques. Ça, c'est par exemple un exemple. On va continuer à dire, oui, c'est un djinn qui la possède et tout ça, mais personne ne veut vraiment accepter de voir la vérité en face. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. On a parlé du viol de Hindu lors de la nuit de noces. Moi, je connais des histoires où les jeunes filles sont mariées à 12 ans, à 13 ans. Elles sont violées tellement violemment par leur époux, entre guillemets, qu'elles le saignent et qu'elles meurent de suite de ça. Et personne n'arrête les coupables, personne ne dit que c'est un féminicide. On va simplement dire, ah, c'est la fin de sa vie et tout ça. Donc ça, ce sont aussi des choses qui peuvent arriver, ou bien les cas où les hommes vont frapper sur leurs épouses de façon tellement violente que, voilà, ils la tuent, mais voilà, ça reste impuni dans la société. Et nous avons aussi, évidemment, et ça c'est valable même pour certains pays occidentaux, où des victimes, on se retrouve dans le rôle de l'accusé. Si vous vous faites violer quelque part, la première question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous étiez? Comment vous étiez habillé? Ça s'est passé à quelle heure? Et si, par exemple, chez nous, quand vous allez même à la police, par exemple, pour dire que votre conjoint vous a frappé, c'est à peine si on ne vous rit pas au nez. Et si vous allez dans votre famille, et ça on voit aussi dans le roman, où vous dites il m'a frappé, on va vous poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te frappe? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas être plus calme? Pourquoi tu n'es pas plus patiente? Pourquoi tu ne le respectes pas mieux? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas des efforts? C'est la même chose quand vous partez pour dire il vous a trompé ou bien il a décidé de prendre une autre femme. Donc, on va vous dire oui, mais c'est de ta faute, c'est parce que tu n'es plus suffisamment apprêtée, c'est parce que tu as pris du poids ou bien parce que tu es trop mince ou bien parce que tu ne prends pas soin de toi ou tu ne fais plus bien la cuisine. Donc, il y a toujours beaucoup des histoires où la femme de la victime se retrouve accusée, où la femme n'arrive plus à qu'elle trouve même le moyen de se justifier et de trouver des excuses à son bourreau. Merci. Il reste encore deux jurys, deux universités. Donc, je passe la parole à l'université de Thessalie et la parole est à Frédéric Despina Prompona. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis très contente pour vous. Ma question est, comment l'expérience personnelle affectait-elle l'intrigue du livre?
Allô, j'ai pas bien compris la question. Oui, attendez, hop, excusez-moi. Je répète la question, on n'entendait pas très bien. Comment les expériences personnelles affectent-elles l'intrigue d'un livre? Vous avez déjà répondu en partie aussi, mais... Oui, c'est ça aussi la beauté de la littérature. La littérature, et surtout dans le roman, la fiction, on fait ce qu'on veut, en fait. On fait ce qu'on veut. Et généralement, quand c'est des expériences personnelles, quelquefois, on arrive à avoir plus d'émotions parce que justement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous arrivez à transmettre cette émotion-là dans le test. Donc, voilà. Quand c'est la littérature, quand c'est la fiction et que c'est vraiment le roman, vous écrivez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de mener votre intrigue et puis évidemment, vous êtes libre aussi. Et généralement, c'est une très, très bonne chose que vous vous inspirez de votre expérience personnelle pour pouvoir transmettre les émotions dans vos livres et pour pouvoir maîtriser votre sujet. Merci. Donc, ce n'est pas handicapant du tout, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. La dernière question est à l'Université Démocrite de Thrace et je passe la parole à Cilia Maglara. Bonsoir, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous parce que la condition féminine actuelle nous intéresse beaucoup en tant qu'étudiante en droit. Alors, pensez-vous qu'en imposant des lois plus strictes, ceci renforcerait la place de la femme dans la société camerounaise, que les hommes, pères ou conjoints seraient obligés de changer de mentalité et de comportement envers les femmes? D'accord, merci beaucoup. Merci pour la question. Merci. Déjà, par rapport à la société camerounaise, vous savez, les lois existent déjà. Ce n'est pas que les lois n'existent pas. Les lois qui protègent les femmes existent, mais ces lois-là ne sont pas pratiquées sur le terrain de façon stricte. Donc, par exemple, la loi camerounaise définit l'âge du mariage à 18 ans. Et quand on parle de mariage civil, donc le mariage qui est reconnu par la loi. Et normalement, même si les mariages religieux, traditionnels sont reconnus aussi, la loi dit qu'il faut d'abord passer par le mariage civil et après on fait le mariage traditionnel. Donc ça existe déjà, c'est écrit déjà. Mais sur le terrain, vous avez des mariages d'enfants qui se font. Tout le monde voit ça, ça ne s'est pas caché. Il y a ça se passe en ville, ça se passe dans les campagnes. Il y a les gouverneurs, les préfets, les maires qui sont dans ces endroits-là. Ils voient que ça se passe. Ils savent que ça se passe, mais personne n'intervient pour arrêter. Vous voyez? Donc, ce qu'on dit, la loi est pernicieuse. Elle accepte, elle donne presque la permission aux gens de ne pas respecter la loi. Donc, ce qu'il faut faire justement, c'est que quand une loi existe, de faire en sorte que cette loi-là soit respectée. Et ça fait partie donc des actions qu'il faut mener pour que ces lois puissent être appliquées. Bon, maintenant aussi, il y a certaines lois qui ne favorisent pas la femme, ça c'est clair. Par exemple, il y a les lois qui disent que c'est l'homme qui est le père de famille, c'est lui qui décide. Par exemple, il y a des lois où on dit que pour qu'une femme puisse travailler, il faut qu'elle s'entende avec son mari, ou bien que c'est la femme qui doit suivre son mari sur son lieu de travail ou sur son lieu de vie, et non pas le contraire, etc. Donc, ce genre de choses, pour pouvoir faire évoluer ça c'est ce qu'on appelle l'ensemble, le code de la famille. Pour faire évoluer le code de la famille, évidemment, il faut plus de femmes députées à l'Assemblée nationale pour pouvoir porter des lois, pour pouvoir les changer, pour pouvoir, voilà. Mais sur le terrain, les hommes ne laissent pas suffisamment de place aux femmes pour qu'elles puissent se faire élire, pour qu'elles puissent avoir justement des vrais postes de responsabilité, pour qu'elles puissent être portées justement un vrai projet de loi. Au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, au Cameroun, je ne pense pas que les femmes atteignent 20%. Donc, quand on n'est pas nombreux, comment on peut faire passer un projet? On ne peut pas faire passer de projet. Et sur le terrain, quelquefois, même quand les femmes veulent faire de la politique, en fait,
elles doivent traverser beaucoup d'obstacles, au-delà déjà dans la société. La culture même ne veut pas que la femme, justement, fasse de la politique. Et donc, pour les femmes qui osent quand même et qui ont envie et qui se lancent quand même dans la politique, les hommes ne veulent pas leur laisser la place nécessaire pour qu'elles puissent faire cette politique-là. Et même dans le cas où elles réussissent quand même à trouver cette place-là et qu'elles se font élire quand même. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour porter les lois ou elles ne sont pas suffisamment instruites pour porter des lois ou quelquefois, voilà. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui fait que ça ne bouge pas. Et pour cela, justement, pour moi, personnellement, le concours des lycéens que j'ai pu avoir en France et puis le prix Goncourt lui-même et d'être arrivé jusqu'en finale, c'est tellement important parce que ça permet d'apporter un vrai plaidoyer au niveau justement des personnes qui ont des responsabilités et qui peuvent à leur niveau changer les choses. Donc, c'est pour cela aussi que c'est très, très important que ça se passe aussi par le biais d'une littérature engagée qui peut finalement sensibiliser, mais qui peut aussi voilà, porter un message qui va aller au-delà des nations, mais qui va aussi toucher des personnes haut placées. Moi, depuis que j'ai eu ce prix concours des lycéens, par exemple, j'ai pu rencontrer des personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer auparavant dans les plus hautes instances de l'État, aussi bien de l'État camerounais que des Nations Unies et autres, que je suis aussi par ailleurs devenue ambassadrice volontaire de l'UNICEF, ce qui me permet de travailler directement sur le terrain sur cette question de mariage d'enfants et des violences faites aux femmes et surtout faites aux filles. Et puis, voilà, donc la littérature peut aussi servir à faire évoluer les causes et faire changer les choses. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. On a une autre question qui nous est venue. Alors là, vous étiez sur l'UNICEF, d'une autre organisation internationale, la francophonie. Une question de Ilham Bellamy qui nous demande dans quelle mesure l'Organisation internationale de la francophonie intervient-elle ou peut intervenir pour l'amélioration de la situation des jeunes filles en Afrique subsaharienne. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ces questions, mais j'imagine que vous vous êtes penché sur l'organisation et ce qui peut être possible. Eh bien, voilà, ces derniers temps, justement, après le prix, ça, c'est aussi l'une des belles choses, que j'ai été approchée par l'organisation, justement, de la francophonie et que, voilà, nous avons beaucoup travaillé sur des plaidoyers, etc. D'ailleurs, les questions des droits des femmes, c'est une question qui importe beaucoup à la secrétaire générale. Nous en avons discuté. D'ailleurs, nous étions dans une conférence débat pour la journée justement de la francophonie et où il était question, le thème même c'était justement les femmes résilientes, résilientes surtout dans le contexte justement de la crise sanitaire, et on se rend compte que pour justement l'Organisation internationale de la francophonie, la place des femmes est tellement importante et le sujet du mariage précoce et forcé et de la condition des femmes importe beaucoup à la secrétaire générale. D'ailleurs, il y a un programme, je ne me rappelle plus très très bien comment ça s'appelle, mais quelque chose, un monde pour elle ou une des actions pour elle. Je ne me souviens plus très bien de comment s'appelle exactement cette action, mais il s'agit justement de faire des actions pour voilà, accompagner les femmes, lutter contre le mariage précoce et forcé, mais également encourager les femmes dans des activités génératrices de revenus en leur octroyant des microcrédits, en faisant un plaidoyer auprès des nations pour que voilà, les choses évoluent, etc. La secrétaire générale l'avait très très bien d'ailleurs décrit et elle en avait parlé, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Évidemment, si moi aussi je peux apporter ma contribution, eh bien évidemment je suis disponible puisque c'est le même combat pour toutes. Oui, je crois qu'on imagine bien qu'on peut compter sur vous. Merci beaucoup.
Peut-être une dernière question. Vous avez beaucoup parlé de l'éducation des femmes qui est indispensable, d'éduquer les femmes, les jeunes filles pour qu'elles imaginent un autre futur pour leurs enfants, pour elles-mêmes, qu'elles osent. Je crois que partout dans le monde, on peut dire aux filles, osez. C'est indispensable. Croyez en vous, comme vous avez dit. Ayez confiance en vous. Dites-vous que vous êtes égales. Comme vous dites, on n'est pas dans un combat, on n'est pas super. Vous m'entendiez? Vous m'entendiez? Oui, maintenant c'est bon. Oui, à un moment, ça s'était coupé. D'accord. Donc, en tout cas, ce que je disais, c'est de dire aux filles, alors ce soir, je vois qu'on n'a que des filles. Très bien, c'est super qu'elles soient là, mais c'est un combat de filles, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi beaucoup, vous disiez que vous êtes ces organisations, les prix que vous avez eus, c'est aussi un porte-voix, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi que les hommes soient présents dans ce combat, parce que c'est beaucoup un combat de filles, mais l'égalité, ça doit aussi venir des hommes. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense que vous avez tout à fait raison, puisque de toutes les façons, on ne peut pas vivre sans les hommes et ils sont impliqués. C'est à eux aussi de pouvoir changer les choses. C'est pour cela que quand on fait les sensibilisations, par exemple, dans les communautés, c'est d'abord aux hommes qu'on s'adresse pour qu'ils puissent, eux, d'abord comprendre à leur niveau, parce que de toutes les façons, ça ne changera pas si les hommes ne s'impliquent pas. Donc, il faut bien sûr impliquer les hommes. Les sensibilisations dans les collèges et les lycées sur l'importance de l'éducation également. Là, c'est une question aussi de temps et de possibilités, parce que généralement, quand on n'a pas beaucoup de temps et tout ça, on préfère parler avec les filles pour leur dire, leur dire l'importance de l'éducation, de rester à l'école le plus longtemps possible, d'avoir les diplômes, mais également comment se prémunir des violences. Si vous êtes en face d'une proposition de mariage, qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est important de donner les outils. Mais maintenant, les femmes doivent prendre conscience, surtout les mamans, et ça, c'est ce que moi, je dis souvent, que c'est elles qui mettent au monde les enfants, les garçons comme les filles. C'est elles qui éduquent les enfants. Généralement, même quand on a conscience, même quand on sait et que voilà, on se retrouve quelquefois, quand on a envie de faire une activité comme la cuisine, par exemple, à appeler la petite fille, mais pas le petit garçon. Inconsciemment, on le fait parce qu'on reproduit les schémas, en fait. Ou bien quand on veut, par exemple, demander une aide, peut-être débarrasser la table ou faire la vaisselle, on a tendance à demander aux filles, mais pas aux garçons. Ce n'est pas que le garçon ne veut pas faire, mais on ne lui demande même pas. Quand il s'agit de donner la permission, par exemple, quand le garçon demande la permission pour aller à une soirée, on a tendance, on réfléchit pas, on dit oui. Mais quand c'est la fille, immédiatement, on se braque. On a souffert de ça, mais on dit quand même non aussi, parce qu'on reproduit les schémas. Et donc, il faut que nous fassions très, très attention. Et il ne faut pas qu'on oublie que le petit garçon de demain, d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain, tout simplement. Un homme, un garçon, donc, le petit garçon d'aujourd'hui, pardon, c'est l'homme de demain. Cet homme, s'il ne respecte pas sa femme, s'il frappe dessus, s'il n'éduque pas ses filles, s'il ne donne pas la même chance aux filles et aux garçons, c'est un petit garçon qui a été mal éduqué par sa mère. Donc, les femmes ont une grande part de responsabilité pour pouvoir justement changer les choses. Et j'enchaîne un peu car il y a une autre question qui vient d'arriver, c'est la toute dernière. Et comment faites-vous pour rester attaché à votre culture malgré le fait que certaines pratiques de la culture peul sont la source de tant de violences contre les femmes? Eh bien, je suis attachée à ma culture parce que je trouve qu'elle est très, très, très belle. Il y a des choses fantastiques, il y a des choses moins belles, comme dans toutes les cultures. Eh bien, ce que je fais, c'est que je prends tout ce qui est beau et puis ce qui n'est pas beau, je le laisse. Et il y a des personnes qui m'ont déjà reproché de briser les tabous et de salir la culture en racontant les mauvais côtés ou les mauvais aspects de la culture. Et ce que je leur réponds, c'est en réalité, ce n'est pas moi qui salis. Ceux qui salissent notre culture, c'est ceux qui font ces mauvaises choses, ces mauvaises pratiques, parce que c'est ces mauvaises pratiques en réalité qui salissent notre culture. Notre culture reste très, très belle. Nous sommes très, très attachés à elle.
eh bien, s'il y a des aspects qui créent de la souffrance, peut-être que ça veut dire qu'on n'a pas très, très bien compris cet aspect de la chose. Et justement, les cultures sont faites également pour évoluer, pour être changées, parce que nous sommes des personnes, nous réfléchissons et nous ne disons pas oui automatiquement à tout. Il y a des choses sur lesquelles nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre dans tout. Dans toutes nos actions et dans toute notre vie, nous avons le libre arbitre. Merci. Peut-être que vous voulez nous dire juste un petit mot sur l'association que vous avez créée, Femmes du Sahel, pour l'éducation et le développement des femmes dans le Nord Cameroun. Est-ce que vous voulez peut-être en dire un tout petit mot? Eh bien, l'association Femmes du Sahel, donc, c'est une association que j'ai créée en 2012 qui a 2 volets, l'éducation et puis le développement de la femme. Sur le volet éducation, nous menons des actions comme le parrainage d'enfants, notamment à hauteur de 80% de filles. Nous avons entre 300 et 400 enfants totalement pris en charge par l'association chaque année. Nous cherchons également des parrains et des marraines justement pour prendre en charge. Et le parrainage d'enfants consiste tout simplement à aider pour la scolarisation d'un ou de plusieurs enfants. Et nous donnons donc un cartable, des fournitures, l'uniforme scolaire, nous inscrivons l'enfant à l'école et puis nous lui donnons également un manuel scolaire ou un livre. Et puis, nous créons également des petites bibliothèques, surtout dans le milieu rural, pour permettre à tous les enfants d'avoir accès aux livres et donc d'avoir accès aux rêves. Et puis, nous faisons beaucoup de sensibilisation dans les écoles, dans les collèges, les lycées, sur l'importance de l'éducation, sur les violences, etc., notamment le mariage précoce et forcé, comment se prémunir de ces violences-là. Nous faisons également des causeries éducatives et des sensibilisations dans les communautés avec les parents, avec les hommes, avec les femmes, avec les associations de femmes et d'hommes, dans les mosquées, dans les églises, etc., pour parler justement de l'importance de maintenir les filles à l'école, l'importance pour elles d'être inscrites, d'être traitées aussi bien que les garçons, et puis l'importance aussi pour les parents de comprendre que leur intérêt n'est pas d'envoyer les enfants en mariage très, très tôt. Et puis de laisser aussi d'apprendre aussi aux filles à avoir un métier. Et puis sur le plan de développement, c'est tout simplement l'accompagnement des femmes dans des métiers génératrices de revenus en leur octroyant des microcrédits, en les accompagnant sur des projets d'agriculture, d'élevage, de microcommerce, etc. Et vous trouverez évidemment toutes les informations en allant sur notre site www.femmesdusahel.org. Merci beaucoup pour cette belle énergie et pour tout ce que vous faites, constructive et égalitaire. On vous remercie pour votre disponibilité, à tous les jurys pour leurs questions, pour leur engagement pour ce choix Goncourt de la Grèce. Et on se retrouvera dans les semaines, mois à venir autour de nouveaux échanges et pour la sélection finale. Pour bientôt. Merci à tous. Merci pour votre disponibilité et votre invitation. Avec plaisir. Merci à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.